L'eau est partout dans notre quotidien, dans notre corps, dans ce que l'on mange et même dans l'air qu'on respire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'histoire de la dynamisation de l'eau. On banalise cette ressource essentielle à la vie, alors qu'elle est bien plus complexe que ce que l'on pense. Depuis des décennies, des chercheurs du monde entier tentent de percer ses secrets, car derrière sa formule chimique toute simple, H2O, l'eau cache peut-être des propriétés bien plus subtiles. Des questionnements se posent. Pourquoi l'eau n'a-t-elle pas toujours les mêmes effets d'une région à une autre? Pourquoi certaines eaux semblent meilleures que d'autres? Et si l'eau avait une mémoire? Et si l'on pouvait dynamiser l'eau? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans l'histoire passionnante et parfois controversée de ce que l'on appelle l'eau vivante. Et vous allez le voir, tout commence dans une forêt d'Autriche. Petite pause à cette vidéo, l'ensemble des propos présentés s'appuie sur des études et des courants de pensée de différents chercheurs. L'objectif est de vous partager de manière vulgarisée leurs travaux et leurs hypothèses sans prétendre valider ou invalider scientifiquement leurs conclusions. Bonne vidéo à tous. Victor Schauberger, l'un des pionniers de cette pensée. En 1930, Victor Schauberger, ingénieur forestier autrichien, fait une observation aussi simple que troublante. La végétation, qui pousse à proximité des torrents de montagne, est nettement plus dense, plus vigoureuse que celle que l'on retrouve en plaine autour des lacs stagnants. Ainsi, il décide de passer ses journées à observer les rivières alpines. Il en déduit que l'eau vive de montagne, structurée par son mouvement naturel, serait plus énergisante que l'eau stagnante ou canalisée en milieu plat. Ce qu'il remarque le fascine. L'eau, dans son état naturel, ne coule jamais en ligne droite. Elle forme des spirales, des vortex, des tourbillons. Et par ces phénomènes, il dit que l'eau s'autostructure. Ce constat l'amène donc à formuler une hypothèse dans son ouvrage Le magicien de l'eau, publié en 1932. L'eau, dans son état naturel en montagne, s'autostructure grâce au vortex. Ce mouvement tourbillonnant n'est donc pas un simple effet hydraulique, c'est un mécanisme vital. Il régénère l'eau, lui permettant de capter l'oxygène, l'énergie et d'adopter une structure plus ordonnée. Il conçoit alors des prototypes pour recréer ces vortex dans les tuyaux, posant ainsi les bases de la dynamisation moderne. À l'époque, on le traite de mystique. Aujourd'hui, certains le considèrent comme un visionnaire. En tout cas, ces hypothèses ont ouvert la curiosité d'autres chercheurs. Jacques Benveniste et la mémoire de l'eau. En 1988, le docteur Jacques Benveniste, immunologiste français, publie dans la revue Nature une étude affirmant que des solutions ultra diluées, ne contenant plus aucune trace de molécules détectables, peuvent malgré tout provoquer une réaction chez des cellules immunitaires. Benveniste évoque alors une hypothèse audacieuse, qui est que l'eau a une mémoire. Pour lui, l'eau aurait la capacité de garder une trace de la substance avec laquelle elle a été en contact, une sorte d'empreinte informationnelle transmise à travers les dilutions successives. La publication déclenche immédiatement un scandale scientifique mondial. Sous la pression, la revue Nature envoie une équipe d'enquête sur place composée de plusieurs scientifiques. L'expérience, répétée en double aveugle, ne donne pas les mêmes résultats. L'étude est donc alors démentie publiquement dans les pages même de la revue. Mais Jacques Benveniste ne recule pas. Convaincu de la validité de son hypothèse, il poursuit ses recherches et avance que l'eau pourrait conserver des informations sous forme vibratoire indépendamment de toute trace chimique. Une idée aussi fascinante que controversée, qui malgré son rejet par la communauté scientifique dominante, ne va pas disparaître si facilement. Masaru Emoto et les cristaux de l'émotion. En 2004, le chercheur japonais Masaru Emoto publie dans son ouvrage devenu best-seller Les messages cachés de l'eau, il y présente une série d'expériences surprenantes et poétiques. Il prétend que l'eau serait capable de réagir aux émotions, aux mots, à la musique, voire même aux intentions humaines. Son protocole est le suivant. De l'eau est exposée à différents stimuli. Un mot écrit sur un flacon, une pensée dirigée, un morceau de musique classique ou agressive, puis rapidement congelé. Ensuite, à l'aide d'un microscope à très basse température, Emoto photographie les cristaux formés par la glace.
Le résultat, selon lui, est frappant. Avec des mots comme amour, paix ou gratitude, les cristaux sont harmonieux, symétriques, esthétiquement parfaits. En revanche, lorsque l'eau est exposée à de la haine, guerre ou insulte, les cristaux deviennent brisés, difformes, chaotiques. Ainsi, pour Emoto, tout cela prouve une chose, l'eau réagit à son environnement vibratoire. Elle serait sensible aux intentions humaines, capable d'absorber une information subtile. Il ne parle pas ici de chimie ou de physique traditionnelle, mais d'un langage vibratoire, invisible entre matière et conscience. Ces expériences, bien qu'extrêmement critiquées par la communauté scientifique pour leur manque de rigueur méthodologique, absence de protocole en double aveugle, subjectivité dans l'analyse des images, reproductibilité faible, vont pourtant connaître un retentissement mondial. Les photos de cristaux, positifs et négatifs, font le tour du monde, notamment grâce au film What's the Bleed Do We Know en 2004, dans lequel Emoto apparaît. Au-delà de la controverse, ces travaux popularisent une idée devenue emblématique de certaines approches alternatives. Et si l'eau avait la capacité de mémoriser une information énergétique? Luc Montagnier, l'ADN et les champs électromagnétiques. En 2008, le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine pour la découverte du virus du sida, relance l'idée de Jacques Benveniste. Et si l'eau avait une mémoire? Dans une série d'expériences étonnantes, il affirme avoir observé que l'ADN très dilué dans l'eau, tellement dilué qu'il n'en reste normalement plus aucune trace, pouvait pourtant émettre un signal électromagnétique. Mais ce n'est pas tout. Ce signal aurait été capté à distance par un autre tube à essai contenant uniquement de l'eau pure. Selon Luc Montagnier, cette eau pure exposée à ce signal aurait ensuite permis de reconstruire une copie de l'ADN d'origine. Comme si l'information génétique avait été transmise par les ondes sans qu'aucune molécule ne soit physiquement présente et en contact. Autrement dit, l'eau aurait gardé une empreinte de l'ADN, capable d'être transmise et répliquée ailleurs, uniquement par l'intermédiaire d'un champ électromagnétique faible. Ces expériences ont évidemment suscité de vives critiques, notamment parce qu'elles n'ont pas été confirmées de manière indépendante par d'autres laboratoires. Mais elles ont aussi éveillé la curiosité de nombreux chercheurs, en ouvrant un champ fascinant, celui de la transmission d'informations biologiques sans molécules, comme une sorte de transmission Wi-Fi de l'ADN. Une hypothèse encore très spéculative qui ne fait pas consensus, mais qui questionne notre vision actuelle de la biologie. Gérald de Pollack est la quatrième phase de l'eau. En 2013, le professeur Gérald de Pollack, bio-ingénieur américain à l'université de Washington, publie un ouvrage marquant, La quatrième phase de l'eau. Dans ce livre, il remet en question la vision classique de l'eau, qui se limiterait à 3 états, liquide, solide et gazeux. Pour lui, il existe une quatrième phase, un quatrième état, peu connu mais fondamental pour la vie. Il l'appelle l'eau structurée, EZ Water pour Exclusion Zone Water. Gérald de Pollack découvre qu'au contact de certaines surfaces, notamment des surfaces hydrophiles qui attirent l'eau, l'eau adopte une forme hautement ordonnée et cohérente. Elle ne se comporte plus comme un liquide classique. Elle s'organise en couches hexagonales, semblables à des structures cristallines. Elle exclut les particules et solutés, d'où son nom d'eau d'exclusion. Et enfin, elle est capable de stocker de l'énergie lumineuse, notamment infrarouge, et de la convertir en énergie électrique. Une propriété inattendue et fascinante. Elle agit comme une membrane semi-conductrice formant une séparation nette entre 2 zones d'eau, presque comme une batterie biologique. Ainsi, Gérald de Pollack affirme que cette quatrième phase de l'eau est omniprésente dans les organismes vivants, en particulier dans les cellules où elles entourent les protéines, les membranes et l'ADN. Selon lui, c'est grâce à cette eau structurée que les réactions biochimiques se reproduisent avec autant de précision et d'efficacité. Bien que ces travaux aient suscité un fort intérêt et ouvert de nouvelles pistes de réflexion, les propriétés exactes de cette eau structurée restent encore sujettes à débat dans la communauté scientifique et nécessitent des recherches complémentaires pour en confirmer pleinement la portée. Aujourd'hui, les recherches de Guy Londeschamps. Depuis plusieurs années, Guy Londeschamps mène des travaux
approfondie sur l'eau et ses propriétés vibratoires. En combinant observations empiriques et outils de mesure comme la caméra GDV, il explore la manière dont l'eau interagit avec son environnement, notamment les fréquences, les formes et les mouvements. Il démontre que l'eau peut être influencée par des vortex inversés, des fréquences électromagnétiques naturelles ou encore des structures géométriques spécifiques comme celles basées sur la suite de Fibonacci. Grâce à plus de 1000 expérimentations, il expose que ces paramètres permettent de réorganiser les molécules d'eau, d'effacer sa mémoire résiduelle et de recréer une structure cohérente et vivante. Pour lui, cette eau restructurée présente un impact mesurable sur le vivant, comme une meilleure assimilation par les cellules, une vitalité renforcée, une croissance végétale accrue. Ces observations restent à approfondir, mais elles offrent une nouvelle voie vers une compréhension plus fine du rôle énergétique de l'eau dans notre quotidien. Alors, l'eau peut-elle vraiment mémoriser? Peut-on la dynamiser ou la revitaliser? Ce que nous montre l'histoire, c'est que derrière une molécule en apparence si simple se cache un monde d'une complexité fascinante. À ce jour, rien de tout cela ne fait consensus dans la communauté scientifique. Ces observations restent expérimentales, parfois controversées, et ne permettent pas encore d'affirmer quoi que ce soit avec certitude. Mais elles ouvrent des pistes de réflexion nouvelles, aux frontières de la physique, de la biologie et de la médecine. L'eau en clair de Conforeo, c'est déjà fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement dans un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et prenez soin de votre eau. N'oubliez pas de vous abonner à notre page pour suivre toutes les prochaines vidéos. C'était Paul de Conforeo.